Il est 19 h, bonsoir et merci de nous rejoindre pour cette édition. Tout de suite les titres de l'actualité. La conférence ministérielle africaine sur la production locale de médicaments s'est achevée aujourd'hui avec l'adoption de la déclaration d'Alger. L'occasion de s'intéresser à Saïdal qui dispose d'un laboratoire pour vérifier les médicaments produits localement. Nous irons par la suite à Mila, où la filière avicole se développe grâce à des unités modernisées et à la rigueur des éleveurs, avant d'aller à Biskra, où l'agriculture intensive met les sols à rude épreuve. Des méthodes plus durables sont expérimentées. À Paris, la question du Sahara occidental revient au centre du débat avec la 49e édition de Le Coco. Il a été question de rappeler la dernière résolution du Conseil de sécurité et de dénoncer toute interprétation visant à légitimer l'occupation marocaine. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Nous entamons cette édition avec la conférence ministérielle africaine sur la production locale de médicaments. Elle s'est achevée aujourd'hui. 2 jours d'échanges durant lesquels les délégations du continent travaillaient sur le renforcement de la souveraineté pharmaceutique africaine. Les travaux se sont achevés avec l'adoption de la déclaration d'Alger et la signature de plusieurs accords destinés à soutenir une industrie du médicament plus autonome. Couverture Walid Yousfi. Ce sont pour la plupart des experts et représentants d'organisations internationales réunis pour une rencontre stratégique. Au programme, développer une industrie pharmaceutique capable de répondre aux besoins du continent et réduire la dépendance aux importations. Au terme des 2 jours de travaux, la déclaration d'Alger a été adoptée par les participants. Réaffirmant les aspirations de l'agenda 2063 de l'Union africaine, notamment ses objectifs visant à renforcer les systèmes de santé et garantir l'accès à la santé et à la nutrition, à accélérer la transformation industrielle grâce à la valeur ajoutée, la science, la technologie et l'innovation, et à accroître le commerce intra-africain et l'intégration économique. C'est une convention très importante car elle permettra d'ici 2030-2035 d'atteindre une forme d'autonomie dans le domaine de l'industrie pharmaceutique ainsi que dans les technologies de la santé. Nous invitons tous les pays africains à prendre part à ce projet. Durant ces 2 jours, les participants ont travaillé sur une feuille de route commune. Objectif, renforcer les capacités industrielles, favoriser le partenariat et améliorer l'accès aux médicaments essentiels pour les populations africaines. Je crois que ce qu'il faut d'abord retenir, c'est la volonté et la capacité de l'Algérie à rassembler tous les États africains en un seul lieu durant 2 jours pour réfléchir aux problématiques d'accès aux médicaments en Afrique. Et les réflexions, les échanges, les panels et les conférences ministérielles qui ont été organisées ont permis aujourd'hui de fédérer, on va dire, la volonté commune des États africains d'aller de l'avant en matière de développement de l'industrie pharmaceutique. Cette conférence ministérielle africaine sur la production locale des médicaments marque ainsi une étape importante vers une coopération à l'échelle continentale, de quoi bâtir une industrie pharmaceutique africaine souveraine, moderne et durable. Et sur le terrain, ici en Algérie, Saïdal dispose désormais d'un laboratoire capable de vérifier sur place que les médicaments produits localement répondent exactement aux standards internationaux. Un acquis qui repose sur des essais encadrés, des technologies de pointe, mais aussi sur l'engagement de volontaires qui acceptent de participer à ces tests essentiels pour sécuriser les traitements de demain. Un reportage signé Yaïs Abdelrahman. Ici, chaque jour, une mission se joue, garantir la sécurité et l'efficacité des médicaments de demain. C'est le premier centre de bioéquivalence en Algérie. Donc, il faut savoir que nous avons déjà réalisé 3 études de bioéquivalence. Et au cœur de cette mission, les volontaires. Donc, le volontaire, qu'est-ce qu'il va bénéficier? Il va bénéficier d'une prise en charge totale le jour de l'étude. D'accord. Donc il va avoir un bilan général, il va bénéficier d'un bilan général radiologique et sanguin. Il va avoir bien sûr une indemnisation financière selon le produit. Tout commence simplement dans la salle d'attente, là où chacun fait le choix d'aider la recherche. Je suis là en tant que volontaire pour l'étude de bioéquivalence qui se déroule à l'Oussendé,
J'ai appris pour les études de bioéquivalence dans une journée de sensibilisation qui s'est tenue à la foire d'Alger. J'étais intéressé, j'ai trouvé ça que c'était très intéressant, que c'est un moyen de faire avancer la science en Algérie. Une fois l'étude débutée et que les volontaires sont répertoriés sains, les tests s'enchaînent selon les médicaments. Les observations peuvent durer jusqu'à 72 heures. Avec des questions très posées, on peut même les amants. Une fois le volontaire est sélectionné ou on a confirmé qu'il est en bonne santé, il sera hébergé à notre établissement à l'ESND pendant une période. Tout dépend du protocole et le médicament qui va être administré. Dans la pharmacie de l'unité, les médicaments génériques attestés sont préparés et prodigués par des médecins pharmaciens dans un cadre strict et sécurisé. En parallèle, le data manager vérifie chaque chiffre, validation, contrôle, sécurisation. Ici, aucune donnée n'avance sans preuve. Sur la base de ce protocole que l'étude va être menée par l'investigateur principal. Donc nous, c'est la faisabilité, le protocole, l'analyse et le rapport. Juste après la collecte, le laboratoire entre en jeu, équipé de technologies innovantes, analyse automatisée et spectrométrie de pointe. Ces moyens accélèrent l'analyse et améliorent la précision. En utilisant des techniques de pointe, c'est la LC-MS. Donc une fois que les méthodes sont prêtes, validées, à ce moment-là, on peut prendre en charge l'analyse en routine de tous les échantillons des volontaires issus des études de bioéquivalence. Equival Biocenter marque une étape décisive, sécuriser nos traitements, soutenir notre économie et préparer l'avenir. Le centre de bioéquivalence a réalisé à ce jour 3 études de bioéquivalence, dont les résultats déjà de la première étude sont tombés. Il s'agit d'un antibiotique donc, de groupe Saïdal qui a montré une bioéquivalence à 98-75% par rapport à un produit de référence, ce qui dénote de la bonne qualité des médicaments fabriqués en Algérie. Et de la même occasion, je profite pour lancer un appel aux laboratoires nationaux pour se rapprocher du centre de bioéquivalence pour leurs besoins en études de bioéquivalence qui sont des études obligatoires pour l'enregistrement de leurs produits, soit à l'échelle nationale ou aussi à l'international pour exporter et pour avoir plus de visibilité. Et tout cela n'existerait pas sans l'engagement des volontaires. Grâce à eux, la médecine avance en sécurité, une avancée scientifique et un acte de souveraineté. À Mostaganem, la prise en charge des patients atteints de cancer a fait de réels progrès. Le service oncologie de la ville ne se limite pas aux soins à l'hôpital. Il propose aussi un accompagnement à domicile pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer. Notre journaliste Yasmine Amri a suivi les équipes dans leurs déplacements pour montrer de près comment elles assurent les traitements et offrent un suivi personnalisé. Regardez. Comme chaque matin, l'équipe de soins à domicile entame sa tournée auprès des patients qui ne peuvent plus se déplacer. Une organisation minutieuse, préparation du matériel, vérification des dossiers, gestes techniques et modes d'accompagnement, bien plus que des soins, ces visites permettent de maintenir un lien humain essentiel et un suivi continu au cœur des foyers. Quand je sors avec l'équipe médicale, nous prenons les médicaments nécessaires avec nous et nous effectuons les soins nécessaires pour les soulager. Généralement, c'est des malades qui sont un petit peu fatigués, qui sont dans un état général plus ou moins altéré. Et donc là, sur proposition du médecin référent, c'est-à-dire l'oncologue, donc il y a une fiche thérapeutique qui se prépare dans le cadre du staff. Et là, c'est l'équipe qui se déplace vers le malade chez lui pour proposer les soins qu'il faut. Au sein de l'hôpital Dr Bensmaïn Boumediene, le service d'oncologie s'inscrit dans la même dynamique. L'objectif, offrir un parcours complet du diagnostic au suivi thérapeutique dans les meilleures conditions possibles. L'accueil est très bon et le service également. J'accompagne ma nièce ici depuis 2024 et tout se passe vraiment bien.
قايمه بالواجب 100%. نداوي عندي كاع ناس ملاح وكاع وليداتي ولوش كلكم. On prend pratiquement toutes les tumeurs solides, les tumeurs malignes solides, à savoir le sein, le poumon, la prostate, les tumeurs cutanées, le colorectal, le digestif. À ce moment-là, il y a pratiquement toutes les thérapeutiques innovantes, les nouvelles thérapeutiques. Et même les malades peuvent prendre ces traitements d'une façon plus facile. On reçoit régulièrement une moyenne de 70 jusqu'à 80 cures par jour. Nous disposons pratiquement de toutes les thérapies innovantes actuellement disponibles dans notre pays. Les thérapies ciblées, les immunothérapies, l'hormonothérapie, la chimiothérapie conventionnelle. Nous avons aussi une unité de soins de support qui prend en charge tout ce qui est accompagnement du patient par rapport aux effets secondaires des médicaments, par rapport aux symptômes de la maladie, traitement de la douleur, etc. Grâce à ces efforts conjoints, le CHU de Mostaganem améliore chaque jour la qualité des soins proposés. Pour répondre à la hausse des besoins, le service vient d'acquérir de nouveaux équipements, offrant ainsi aux équipes des outils modernes pour des soins plus efficaces, plus adaptés et toujours plus proches des patients. Prenons à présent la direction de Mila, où la filière avicole s'impose comme l'un des moteurs agricoles du pays. Une production qui ne cesse de croître grâce à des éleveurs qui misent sur la rigueur, l'hygiène et la modernisation de leurs unités d'élevage. Du poulailler à l'abattoir, tout est maîtrisé avec des capacités qui augmentent d'année en année, ce qui crée de l'emploi et sécurise l'approvisionnement en viande blanche et en œufs, entre autres. Le reportage est signé Majda Diahmoun. Avec une production annuelle dépassant les 200 000 quintaux de viande blanche, Mila s'affirme comme l'un des pôles avicoles les plus dynamiques du pays. Au cœur de cette filière en pleine expansion, tout commence dans le poulailler. Ici, à Chelroum l'Eid, les poussins sont élevés avec les plus grands soins. Température, alimentation, hygiène, en somme, rien n'est laissé au hasard. Nous laissons le poussin grandir 45 jours. Nous nous assurons d'une croissance saine avant de le destiner à la consommation. Nous avons près de 8000 poussins dans notre hangar. Il y a des catégories de poussins selon l'usage. Ceux destinés à la reproduction ou à la pendaison par exemple. Aujourd'hui, notre projet est à 80% de réalisation et ce, grâce aux décisions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui a insisté sur les walis pour régulariser la situation des terres sans titre de propriété. Notre objectif est d'être à la hauteur et assurer l'autosuffisance. Au niveau de Mila, plus de 112 000 poules pondeuses sont recensées. 5 000 d'entre elles se trouvent dans ce poulailler qui assure chaque jour un rendement régulier en œufs. À Tlerma, ici, l'élevage est une affaire de famille qu'on inculque même aux plus jeunes. Mon projet a démarré avec l'amour de notre famille pour l'élevage des animaux, mais aussi un crédit en SEJ qui m'a permis d'arriver jusqu'à 27 garages aujourd'hui. Le suivi se fait au quotidien et la production est de 4500 œufs par jour. Grâce aux facilitations et l'accompagnement de notre État, 2 nouveaux garages seront bientôt prêts. Ils sont à 70% de leur réalisation. Notre souhait est d'élargir notre activité pour alimenter toute la wilaya de Mila. Et sur les 9 166 000 poulets de chair à Mila, pas moins de 4 000 sont abattus quotidiennement à Mchira au niveau de cet abattoir de volailles. En activité depuis 3 ans déjà, il alimente Mila, mais également Constantine, Batna, Annaba, Skikda et Hassim Saoud. L'hygiène est ce qu'il y a de plus important dans notre activité. Nous veillons à ce que chaque poule arrive sur le marché dans des conditions irréprochables. Nous abattons 1000 poules par heure et avec une extension et un poste électrique qui sont nos souhaits, nous pourrons aller jusqu'à 10 000 poules par jour car notre objectif est d'alimenter tout l'est du pays. Nous sommes une équipe de jeunes à travailler ici, entre 18 à 20 employés.
Nous emballons tous les jours entre 3000 à 4000 poules. La filière avicole de Mila s'impose comme un exemple de professionnalisme et de dynamisme. Elle crée des emplois, garantit la qualité et l'hygiène et contribue pleinement à l'autosuffisance alimentaire de la région et au-delà. Et lorsqu'on parle de sécurité alimentaire, l'équation ne se résume pas seulement au volume produit, elle passe aussi par la manière dont on cultive nos terres. À Biskra par exemple, wilaya qui fournit une grande partie des fruits et légumes du pays, l'agriculture intensive a fini par mettre les sols à rude épreuve. Aujourd'hui, il s'agit toujours de produire, oui, mais en préservant ce qui fait la richesse de la région. Chercheurs et agriculteurs testent alors des approches plus respectueuses. Marim Damis. Wilaya agricole par excellence, Biskra produit des quantités considérables de fruits et légumes qui approvisionnent le marché national. Et pour atteindre le rendement nécessaire, réaliser des bénéfices et couvrir les coûts de production, la majorité des agriculteurs recourent à l'utilisation d'engrais et de pesticides chimiques nocifs pour la santé. Tandis que d'autres exploitants agricoles adoptent un mode de production plus sain et naturel, appelé l'agriculture biologique. Les forêts restent productives parce qu'elles évoluent sans engrais ni pesticides. En revanche, nos terres cultivées y sont exposées, ce qui détruit progressivement les organismes essentiels au maintien de l'équilibre naturel. Ces techniques agricoles modernes donnent des résultats rapides, mais à long terme, elles affaiblissent tout le sol. La nature des paniers a changé, la récolte a changé et même le climat a changé. Grâce à cette méthode, nous avons obtenu de bons résultats. L'agriculture biologique s'inscrit dans une vision plus large de l'agriculture durable, un domaine dans lequel le Centre de recherche scientifique et technique sur les régions arides occupe un rôle majeur grâce à ses missions d'analyse, de recherche et d'accompagnement. La problématique réside dans la manière d'utiliser des alternatives biologiques pour lutter contre l'ensemble des fléaux agricoles. En remplacement des traitements chimiques, ces derniers sont limités à un usage unique et présentent des effets néfastes sur l'environnement ainsi que sur la santé humaine. C'est pourquoi il est essentiel de valoriser toutes les alternatives disponibles. On ne peut pas vivre sans nourriture. Le défi aujourd'hui est de pouvoir accéder à une alimentation saine et équilibrée. Le Centre de recherche scientifique et technique sur les régions arides s'emploie à généraliser des expériences documentées et scientifiquement prouvées afin de préserver la fertilité des sols et de poursuivre le programme de lutte intégrée dans la production agricole. Il est désormais possible de faire sa déclaration en ligne en cas de perte de documents. Le ministre de l'Intérieur a lancé hier une toute nouvelle plateforme numérique. Elle est conçue pour simplifier les démarches pour les citoyens et permettre à la DGSN de mieux gérer le volume de déclarations reçues chaque année. Rien que l'an dernier, ce sont 1,3 million de signalements qui ont été enregistrés. Nesrine Dahman ainsi que Maïcha Bout. Le site officiel de la Sûreté s'enrichit aujourd'hui d'une toute nouvelle plateforme numérique dédiée à la déclaration en ligne de la perte de documents officiels, un service modernisé accessible non seulement aux citoyens mais aussi aux étrangers en visite ou en séjour en Algérie, qui n'auront désormais plus besoin de se déplacer jusqu'au commissariat. Le principe est simple. L'usager remplit un formulaire en ligne, valide ses informations et confirme son numéro de téléphone. Après l'acceptation de la déclaration, les services de police procèdent à l'examen du dossier. Le citoyen reçoit ensuite une attestation de perte signée électroniquement sur son adresse e-mail. Une fois le formulaire rempli et les données téléchargées, les services de la Sûreté nationale vérifient l'exactitude des informations avant de valider définitivement la déclaration. Les différentes administrations pourront vérifier l'authenticité de ces documents grâce à un service de sécurité en ligne
ou via une interface API dédiée aux institutions publiques. Ce système leur permet de confirmer en temps réel si l'attestation a bien été émise par la plateforme officielle. Cette initiative s'inscrit pleinement dans la stratégie nationale de numérisation des services publics. Elle vise à simplifier et à alléger les démarches administratives pour une meilleure qualité des services publics. Dans un contexte d'accélération du virage numérique, cette nouvelle plateforme renforce l'écosystème digital et confirme son engagement à offrir un service public plus accessible, plus simple et plus proche du citoyen. La cellule centrale de lutte contre la criminalité organisée a démantelé un réseau criminel spécialisé dans le trafic de migrants par voie maritime et le trafic de drogue lors d'une opération de grande envergure menée en mer. Ce réseau, qui comptait 47 membres, utilisait des bateaux équipés de moteurs puissants et de matériel de communication sophistiqué pour transporter illégalement des migrants. Il dissimulait ses revenus grâce à des sociétés fictives de vente et de location de voitures de luxe et aurait même impliqué des fonctionnaires pour faciliter ses activités. Au terme de l'enquête, menée pendant plus de 6 mois et caractérisée par des investigations complexes, 36 membres du réseau ont été arrêtés, 7 autres sont toujours en fuite, tandis que 4 étaient déjà détenus pour des faits similaires. L'opération a également permis de saisir 4 bateaux, 22 véhicules de luxe, 2 motos, un pistolet avec munitions ainsi qu'une importante somme d'argent en dinars et en devises étrangères. Et puis après interrogatoire, les suspects ont été présentés devant le pôle pénal spécialisé de Sidi Mohamed à Alger et des ordres de placement en détention ont été prononcés à leur encontre. En Palestine, les violences se poursuivent, notamment en Cisjordanie, où les forces d'occupation sionistes mènent régulièrement des attaques, des assauts qui font de nombreux blessés, victimes et entraînent aussi des arrestations. Les images de ces bombardements circulent largement sur les réseaux sociaux, comme celle récente de la mort de 2 Palestiniens au camp de Jenin. Marim Damis. C'est une vidéo qui fait froid dans le dos, montrant une exécution sommaire de 2 Palestiniens par l'occupant sioniste. On y voit 2 civils avancer lentement, les bras levés, clairement en signe de reddition, les soldats sionistes leur ordonnant alors de s'allonger au sol. Quelques instants plus tard, les tirs retentissent, les 2 Palestiniens s'écroulent à terre et une pelleteuse termine le travail et fait tomber le rideau métallique sur eux, les aplatissant carrément. Il s'agit de Montasser Billah Mahmoud Abdullah et Youssef Ali Assassa, âgés respectivement de 26 et de 37 ans. Les vidéos qui ont circulé sur les réseaux sociaux et reprises par des chaînes de télévision, y compris sionistes, montraient que les 2 hommes étaient bel et bien désarmés. Ces exécutions documentées près du camp de Jenin sont qualifiées de crimes de guerre par les organisations des droits humains. Elles s'ajoutent également à de nombreuses violations graves dans les territoires occupés. Alors que les opérations meurtrières se poursuivent toujours à Gaza, qui connaît un génocide sans précédent. D'ailleurs, l'organisation Amnesty International a affirmé que le génocide des Palestiniens commis par l'entité sioniste à Gaza se poursuit sans relâche, malgré le prétendu cessez-le-feu. La situation humanitaire continue de se détériorer, les familles entières survivent avec très peu de nourriture, l'accès à l'eau potable est presque inexistant, les enfants souffrent de malnutrition sévère, tandis que les convois d'aide peinent toujours à entrer dans l'enclave. À Paris, la question du Sahara occidental revient sur le devant de la scène avec la 49e édition de Le Coco. En ouverture, une conférence de presse a réuni responsables politiques européens, juristes et défenseurs du droit international. Il s'agissait en fait de rappeler ce que dit vraiment la dernière résolution du Conseil de sécurité et de dénoncer les interprétations qui tentent de légitimer l'occupation marocaine. La correspondance de Afa Belouchet.
Ils sont venus de partout en Europe, députés, juristes, syndicalistes, responsables associatifs. Le COCO s'installe à Paris, une étape doublement symbolique dans la capitale du plus ancien et plus acharné soutien diplomatique du Maroc sur la question du Sahara occidental. Le Premier ministre sahraoui est venu délivrer d'ailleurs un message politique clair. Le peuple sahraoui reste seul maître de son avenir. Le peuple sahraoui demeure le seul détenteur légitime du droit à décider de son avenir. La confusion née après la résolution onusienne ne reconnaît ni souveraineté marocaine ni le plan d'autonomie comme unique issue. Seule une solution conforme au droit international pour ouvrir la voie à une paix juste et durable, nous laissant la porte ouverte aux négociations. Dans un monde où l'architecture des valeurs vacille, cette conférence de presse affirme un point d'ancrage essentiel, le droit international comme boussole, la légalité européenne comme garde-fou et le droit humanitaire et les décisions juridiques comme ultime rempart contre les logiques des puissances. Le combat que nous menons aujourd'hui est un combat à côté du peuple sahraoui, comme on est d'ailleurs aux côtés du peuple palestinien, de tous les peuples colonisés. Et c'est pour essayer de sauvegarder, je dis bien, une conception des relations internationales, du droit international, du droit humanitaire, de sauvegarder ces fondamentaux-là dans une situation qui est celle d'une espèce de tempête provoquée par M. Trump et suivie par les Européens. Et donc nous sommes là devant une obligation de réagir. Pour réagir, clairement, nous avons les syndicats qui ont pris et qui font de plus en plus fait et cause pour la question du Sahara occidental, parce qu'ils savent que c'est le même problème qui les atteint aujourd'hui dans la fragilisation de nos propres sociétés. Et donc il y a de nouvelles alliances qui sont en train de se créer. Car la bataille juridique devient économique. Les agriculteurs français et européens comptent désormais parmi les premières victimes des accords illégaux intégrant les produits issus du Sahara occidental occupé. Cette semaine encore, à Perpignan, les confédérations paysannes ont mené une action coup de poing contre les concurrences déloyales des importations. Des marchandises introduites dans le marché européen sans respect des normes, sans payer les mêmes taxes, sans droits humains garantis et dans l'illégalité face à la justice européenne. Opération de retrait de tomates illégales. Et nous, Confédération Paysanne, on est pour la solidarité entre les peuples et on peut faire du commerce sans signer des accords de libre-échange délétères. À Bruxelles aussi, plusieurs députés européens montent au créneau. Toute cette violation très claire, flagrante de l'arrêt d'octobre 2024 ont suscité un désaccord total, une majorité qui s'est constituée aujourd'hui, qui a été reflétée par le vote d'avant-hier. Il faut rappeler que pour adopter l'accord de 2019, la commission d'agriculture avait endossé l'accord novembre 2018 par majorité écrasante. Et le vote pour le Parlement janvier 2019, c'était 444 voix pour endosser l'accord. Maintenant, c'est l'inverse qui se produit aujourd'hui. C'est une majorité contraire à l'approche de la Commission, 359 qui ont voté pratiquement pour faire tomber l'étiquetage avant-hier. Et je crois que même l'accord dans sa nouvelle version, complique davantage les possibilités des syndicats de l'agriculture de continuer à commercialiser leurs produits en Europe. Cette matinée inaugurale donne le ton de 2 jours d'affrontements intellectuels, argumentaire juridique implacable, démonstration des effets économiques négatifs pour la France et pour l'Europe et mise en cause directe des choix politiques français. Depuis Paris, une certitude s'impose. Le droit international n'est plus seulement une cause sahraoui, il devient un enjeu européen. Et puis la suite de ces travaux se sont déroulés à l'Assemblée nationale française, un lieu hautement symbolique où des parlementaires, des diplomates et juristes se sont retrouvés autour de 2 tables rondes pour débattre de la spoliation des ressources naturelles du Sahara occidental et de la responsabilité de l'ONU, de la France et de l'Espagne dans le processus de décolonisation. Des échanges enrichis par l'expertise juridique du Front Polisario, les témoignages d'acteurs européens qui ont clairement montré l'urgence d'une nouvelle approche. Une délégation de parlementaires algériens et espagnols était présente. Et c'est l'intervention du Premier ministre sahraoui Bouchra Hamoudi qui a marqué les esprits. Écoutons-le.
Le séminaire doit adresser un message clair à la France, l'incitant à soutenir une solution juste au Sahara occidental. Après 50 ans de résistance sahraoui, il est crucial que la France privilégie la diplomatie et le respect du droit international plutôt que de soutenir l'occupation qui reste inacceptable. Au Maroc, la colère populaire ne faiblit pas dans plusieurs villes du pays. Des familles descendent dans la rue pour réclamer un meilleur niveau de vie et dénoncer ce qu'elles considèrent comme une exploitation de leurs ressources par les autorités. La crise de l'eau touche durement certaines régions. C'est une situation sociale et humanitaire de plus en plus explosive. Yassinia Hassini et Mariam Damis. Dans les ruelles étroites de ce quartier en ruine, la misère saute aux yeux. Des familles entières tentent de survivre sous des toits qui menacent à tout moment de s'effondrer. Les murs fissurés, les pierres qui se détachent, tout ici raconte l'histoire, celle d'un abandon qui dure depuis des années. Chaque bâtisse qui s'affaisse rappelle l'indifférence d'un système face aux souffrances des Marocains. Ils sont arrivés à 21h, sans le moindre avertissement. Ils nous ont annoncé que demain, nos maisons allaient être démolies. Ils sont venus nous dire de quitter nos maisons car ils allaient tout détruire. On va se retrouver dans la rue. C'est une véritable humiliation. Près de 4000 familles ont été jetées à la rue, sans solution ni protection. Des enfants et des familles entières se retrouvent désormais confrontés à une pauvreté imposée et ce chiffre ne représente qu'une fraction d'une misère beaucoup plus vaste. Ils ont détruit leur maison. Cette pauvre femme est morte de chagrin. Ils sont même venus s'en prendre à ce petit abri. Regardez dans quelle situation désastreuse ces familles se retrouvent aujourd'hui. C'est la réalité du Maroc aujourd'hui. Un État qui semble accorder plus d'importance à son image et à ses apparences qu'à la protection et le bien-être de ses citoyens. Du football à présent avec la Ligue des champions d'Afrique pour son second match de phase de groupe. La GSK opposée aux Tanzaniens des Young Africans s'est contentée du match nul, 0 partout. Les Canaries avec ce point du nul se compliquent un peu la tâche en vue d'une probable qualification. Et puis le MCA quant à lui sera opposé ce soir à partir de 20h aux Sud-Africains de Sundowns. Ils tenteront de se relancer dans leur groupe après leur défaite face au Hilal El Soudani la semaine prochaine, passé sur un score de 2-1. Voilà qui clôture ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente soirée avec la suite de nos programmes sur Canal Algérie. Et puis à demain pour le 19h.